L'avion dont on va vous parler aujourd'hui est une légende. Il est considéré même comme un des meilleurs chasseurs jamais conçus. Il est sans doute un des avions qui a changé le cours de l'histoire. C'est le Supermarine Spitfire. Et donc avant de commencer l'émission, un petit mot sur notre partenaire, Oli. Oli, c'est toute une gamme de boissons rafraîchissantes ou énergisantes, sans sucre. Et ça, c'est bien quand on veut surveiller sa consommation de sucre et d'éviter la consommation des sodas traditionnels. Pour mes émissions, dont celle-ci, en général, je me prépare un shaker. J'ai deux produits qui me conviennent vraiment très bien. C'est thé noir aromatisé à la pêche. Et dans la gamme hydration, le White Peach, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et en plus, en termes de préparation, c'est très simple. Oli se présente sous forme de poudre, en pot ou en sachet. Une dose pour un demi-litre d'eau fraîche. Vous mettez la poudre dans le shaker, vous secouez, vous agitez, vous remuez, et après, il n'y a plus qu'à boire. C'est un produit qui est très pratique pour nous qui faisons de la vidéo, puisque quand on parle, au bout d'une heure, on a la gorge un peu sèche, il faut se réhydrater. C'est très bien aussi pour les sportifs qui peuvent utiliser Oli avant de faire une séance de sport ou pendant une épreuve. Si vous voulez tester les produits Oli, les starter packs découvertes permettent de se faire une idée des différentes gammes et des différentes saveurs possibles. Le code Aerobuzz5 vous offre 5 € de réduction sur votre première commande et le code Aerobuzz offre 10% de réduction sur l'ensemble des produits disponibles sur le site Oli. Les deux codes ne sont pas cumulables. Donc si vous voulez tester Oli, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Merci à Oli de nous soutenir en parrainant cette émission, et maintenant, place à l'histoire de l'aviation. L'histoire, elle commence dans les années 20. À cette époque, ce qui pousse vraiment le progrès technique en aéronautique, ce sont les courses aériennes. Les plus prestigieuses, ce sont les courses d'hydravion Schneider. Quelle drôle d'idée! Parce qu'avec les flotteurs, ça ajoute de la masse, ça ajoute de la traînée. Oui, mais faut pas oublier qu'à l'époque, des pistes en dur de 3000 mètres de long, on n'en trouve pas. Par contre, c'est facile de trouver des plans d'eau de 3000 mètres de long pour décoller. Et on en trouve un peu partout. Et question vitesse, les hydravions de course à l'époque, ils battent des records, et des vrais. Par exemple, le Macchi MC72, qui est un des participants à ces fameuses courses, il est équipé d'un moteur de 3000 chevaux, et il a été chronométré à 709 km/h au-dessus du lac de Garde. 709 km/h au début des années 30. Juste pour vous donner une petite idée, ce record-là, il est toujours valable. 709 km/h avec un hydravion monomoteur, ça ne s'est plus jamais vu. Ça, c'est pour les Italiens. Chez les Anglais, le concurrent le plus sérieux, c'est un avion de la marque Supermarine. C'est le S6 et son évolution ultime du début des années 30, le S6B, sont des avions qui pèsent autour de 2,5 tonnes au décollage, qui sont équipés d'un moteur Rolls-Royce type R de 2350 chevaux. C'est un moteur V12 refroidi par liquide avec 36 litres de cylindrée. Lui, il a atteint 655 km/h. Ces avions ont été dessinés par un jeune ingénieur qui s'appelait Reginald Mitchell, un ingénieur aéronautique qui à l'époque avait une trentaine d'années. Avec son équipe, parce qu'il n'était pas seul évidemment à concevoir ces avions, ils se sont forgés une expérience mais monstrueuse en termes d'aérodynamique et de mécanique du fluide, justement à cause de ces avions de course. D'ailleurs, les Britanniques, finalement, les 3 dernières éditions de la Coupe Schneider, 1927, 1929 et 1931, ils ont gagné. Alors les courses, c'est sympa, mais en 1931, et notamment à cause des conséquences de la crise de 29, les courses d'hydravion, les courses Schneider se sont arrêtées, et sans doute faute de candidats. Néanmoins, chez Supermarine, on manquait pas de travail, ça travaillait sur d'autres hydravions, alors des hydravions militaires, notamment le Supermarine Walrus, qui allait rentrer en service et qui allait être utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Toute l'expérience qui a été accumulée sur les hydravions de course, elle va resservir, vous inquiétez pas. Pour recadrer un petit peu les choses dans leur contexte, à cette époque, donc au début des années 30, la Royal Air Force, elle se dote d'un nouveau chasseur de première ligne, et en fait, elle reçoit le Gloster Gladiator. Et le Gloster Gladiator, c'est un biplan, comme les avions de la guerre de 14, avec un train fixe, comme les avions de la guerre de 14, avec une hélice bipale,
comme les avions de la guerre de 14, un moteur de 950 chevaux. Bon, alors là, c'est un tout petit peu plus puissant que les avions de la guerre de 14, mais sa vitesse maximale, elle est que de 414 km/h. On est au milieu des années 30, la Royal Air Force a un avion de chasse, son avion de chasse le plus performant, qui va moitié moins vite que les avions de course de l'époque. Et le Gladiator, il rentre en service en 1937 seulement. Il est étudié au début des années 30 en parallèle, et il rentre en service réellement en 37. Alors que l'heure, elle est au monoplan. Les courses l'ont montré, ce sont des avions qui sont plus aérodynamiques, donc à puissance égale, ils ont de meilleures performances. Et c'est ce qu'ont vraiment démontré les avions de course. Et effectivement, en Angleterre à ce moment-là, chez Hawker, un autre constructeur aéronautique, on travaille sur un chasseur monoplan à train rétractable qui va s'appeler le Hurricane. Et ben, chez Supermarine, l'équipe de Mitchell, elle travaille sur un chasseur selon les spécifications de la RAF. Après tout, le client est roi, donc un cockpit ouvert, un train fixe, un V12 de 660 chevaux, 4 mitrailleuses de 7,7 mm, ok, très bien, ça c'est le travail officiel. Et à côté de ça, Mitchell dessine un autre projet sur les financements propres de l'entreprise, mais là il veut un monoplan, avec un train rentrant, un cockpit fermé, et puis surtout un moteur Rolls-Royce de 900 chevaux. Il n'est pas non plus déconnecté de ce que veut le client finalement, parce que la Royal Air Force, dans les spécifications qu'elle demande pour l'avion qui va servir pour les années 40, ils veulent un armement lourd, donc ils veulent 8 mitrailleuses de 7,7. 7,7, c'est le calibre des mitrailleuses qu'il y avait sur les avions de 14-18. Bon, là, dans leur chasseur pour les années 40, ils en veulent 8, 4 dans chaque demi-plan. Et en fait, sur les premiers dessins qu'a tracé Mitchell, il n'y a pas la place. Pour pas modifier ces dessins outre mesure, il modifie simplement la forme de l'aile, il l'allonge un peu, il lui donne une forme elliptique. Et là, il se retrouve avec assez de place pour placer 4 mitrailleuses à droite, 4 mitrailleuses à gauche. Et le dessin est bon. Et puis, les études, les calculs montrent que sur une aile elliptique comme ça, la traînée elle reste faible, parce que l'aile reste mince, tout en étant rigide, et elle offre quand même une surface portante très convenable. Et le dessin va être figé, notamment au niveau de l'aile. Et donc, ils construisent un prototype, et le prototype du Spitfire, puisque c'est le nom qui va lui être donné, il fait son premier vol le 5 mars 1936. Et tout de suite, dès que le pilote d'essai revient, il confirme à tout le monde, l'avion se comporte bien, il a les performances qui vont bien, et il a la maniabilité exceptionnelle qui lui est donnée par cette voilure à la forme très particulière. Il est performant à un point qu'il l'est plus déjà que le Hurricane qui est dessiné par Hawker, le concurrent. Donc la Royal Air Force, elle voit ça et elle passe immédiatement commande pour 310 exemplaires de série pour équiper ses escadrilles le plus rapidement possible, parce qu'on est effectivement dans une période où ce qu'on appelle la montée des périls, on voit bien que l'Allemagne se réarme et qu'elle a des volontés d'expansion, que quelque part le conflit semble, enfin pas tout à fait inévitable encore pour le moment, mais ça fait partie des scénarios possibles. Ça c'est une bonne chose. Le Supermarine reçoit une commande pour 310 exemplaires. Le problème, c'est qu'il faut créer vraiment une industrie, parce que jusqu'à présent, Supermarine construisait des avions, mais vraiment en toute petite série. Là, tout de suite, 310 exemplaires, ça commence à ressembler à une grosse commande. Il faut monter une usine, il faut créer un outil de production, et ça prend du temps. Et en fait, ce n'est qu'en mai 1938, donc 2 ans après le vol du prototype, que le premier exemplaire de série, le Spitfire Mark I, fait son premier vol. Alors on pourrait penser que ça a pu réjouir son concepteur, Reginald Mitchell, mais en fait non, parce que Reginald Mitchell a été touché par un cancer. Il était d'ailleurs, quand il était en train de dessiner le Spitfire, il souffrait déjà de la maladie, il avait déjà été opéré plusieurs fois, et malheureusement la maladie l'emporte. Le 11 juin 1937, il avait 42 ans, et l'ironie de l'histoire, c'est que cet ingénieur brillant, efficace, a dessiné un avion dont il n'a vu voler que le prototype. Il sait que ça va être un avion de série, que ça va être un avion de chasse qui va rentrer dans l'armée de l'air britannique à ce moment-là, dans la Royal Air Force, mais à aucun moment il a pu se douter que son avion allait rentrer dans la légende. Et c'est vraiment une des grandes ironies de l'histoire de l'aviation, où vous avez quelqu'un qui a dessiné un chef-d'œuvre et qui n'a pas profité de la gloire que ça aurait pu lui apporter. Aujourd'hui, le nom de Reginald Mitchell, il reste célèbre parce qu'il a dessiné le S6, parce qu'il a dessiné le Spitfire, mais lui, à 42 ans, son histoire était terminée.
Il y a un point très important aussi, c'est que chez Supermarine, au décès de Reginald Mitchell, on place comme chef ingénieur un homme qui faisait partie de l'équipe de Mitchell, qui s'appelle Joseph Smith. Et si son nom n'est pas très connu, ça reste quand même un personnage qui me paraît étonnamment essentiel, parce qu'on sait que le Spitfire va avoir une longue carrière, aujourd'hui, ça a été démontré, à l'époque, ils l'imaginaient peut-être pas. Mais ils ont placé cet homme à la tête de la production Supermarine, et c'est ce même ingénieur qui va faire toutes les évolutions que le Spitfire va connaître au cours de sa carrière. Et des évolutions, elles vont être monstrueuses. Parce que ce qu'on reconnaît à Reginald Mitchell, c'est d'avoir conçu un Spitfire finalement assez basique, mais la base de l'avion est tellement saine que toutes les évolutions qui vont avoir lieu après pour s'adapter aux besoins de la guerre en cours, l'avion va les encaisser. Et ça, il ne peut les encaisser que pour une bonne et simple raison, c'est que la base, elle était saine, que sa conception était saine, que ses performances de l'époque étaient bonnes, mais que tous les choix techniques qui ont été faits ont pu supporter des évolutions monstrueuses. En fait, les évolutions significatives du Spitfire, on peut les résumer, mais de façon très claire. Entre le prototype de 1937 et les dernières versions du Spitfire, le poids de l'avion va doubler. La puissance des moteurs qui vont l'équiper aussi. On va passer d'un moteur d'environ 1000 chevaux à la fin à des moteurs de 2000 chevaux. Il faut pouvoir avoir une cellule qui encaisse ce genre d'évolution. Et de fait, la vitesse du Spitfire, elle va augmenter. Bon, alors, moins. Elle va augmenter d'un peu plus d'un quart. Par contre, un point qui est très très important, c'est que sa puissance de feu, elle va être multipliée par 5. Et surtout, point essentiel, c'est que la maniabilité du Spitfire, elle va rester une référence et elle demeure aujourd'hui encore une référence. Le Spitfire, il entre dans la légende réellement lors de la bataille d'Angleterre. En fait, il faut être très clair. Pendant ces combats qui vont avoir lieu pendant l'été 1940, c'est vraiment le Hurricane qui encaisse le plus gros des combats. En fait, c'est simple, c'est l'avion le plus présent à ce moment-là au sein de la Royal Air Force. Sur les 71 squadrons qui participent officiellement au combat au-dessus de l'Angleterre entre le 10 juillet et le 31 octobre 1940, 37 volés sur Hawker Hurricane et seulement 21 sur Spitfire. Alors, comment on explique cette prédominance du Spitfire dans l'histoire ? Tout simplement de façon médiatique. Le Spitfire était alors le chasseur le plus récent, le plus performant de la Royal Air Force. Il incarnait réellement l'espoir de l'Angleterre de pouvoir résister efficacement à la possible invasion allemande qui se dessinait. Et si les attaques allemandes étaient constantes contre l'Angleterre, c'était notamment en préparation d'un éventuel débarquement, qui n'a jamais eu lieu parce que les Allemands ont fini par perdre cette bataille de l'Angleterre. Mais ça fait partie des missions pour lesquelles le Spitfire a été efficace et surtout a été très très mis en avant par les médias britanniques. D'un autre côté, de parvenir à contrer les chasseurs et les bombardiers de la Luftwaffe qui commençaient à bombarder les cités britanniques, c'est quelque chose, un fait qui était marquant. Donc c'est effectivement très difficile de prétendre que le Spit a joué un rôle secondaire dans la bataille d'Angleterre. Non, il a joué un rôle primordial. Mais il faut quand même reconnaître que c'est le Hurricane qui a encaissé le plus gros des combats. Ceci dit, voilà, l'attrait de la nouveauté, l'avion de l'espoir, a commencé à faire parler de lui. Il faut dire que dès les premiers combats, le Spitfire s'est montré à la hauteur du Messerschmitt 109 et pouvait donc permettre aux Britanniques de garder une supériorité aérienne au-dessus de leur territoire. C'était important. D'un autre côté, il faut surtout aussi reconnaître que le Spitfire, il avait des limites. Par exemple, son train d'atterrissage était assez étroit et certains atterrissages et décollages pouvaient s'avérer relativement périlleux. Son autonomie, elle était relativement faible, donc c'était un handicap réel au moment où on a eu besoin du Spitfire pour s'aventurer au-dessus des territoires ennemis, pour porter la bataille au-dessus des territoires occupés. Notamment, par exemple, pour escorter les bombardiers qui allaient frapper l'Allemagne et les territoires occupés. Le Spitfire n'avait pas une autonomie suffisante pour accompagner les bombardiers jusqu'en Allemagne. Pourtant, il a quand même très vite endossé un rôle offensif. C'est-à-dire qu'après la bataille d'Angleterre où le Spitfire a assuré un rôle purement défensif, il a été l'outil qui a permis à la Grande-Bretagne, aux Alliés, de porter le combat sur le territoire ennemi, sur les territoires occupés par l'Allemagne.
En 41 et en 42, quand les avions de la Royal Air Force ont commencé à opérer au-dessus du territoire français ou du territoire belge pour des missions de chasse, pour des missions d'interdiction, pour des missions d'attaque au sol ponctuelles, c'était le Spitfire qui jouait ce rôle, qui effectuait ces missions. En face de lui, il y avait à cette époque-là le Messerschmitt 109, et effectivement, les deux avions, les deux chasseurs principaux des deux antagonistes, étaient à peu près équivalents sur les critères de puissance de feu, de maniabilité et d'autonomie. Et en fait, le Spitfire est réellement un avion qui a permis de maintenir à la Grande-Bretagne un certain équilibre face à l'adversaire. Après, il y a le Focke-Wulf 190 qui est arrivé, et alors là, l'équilibre des forces a failli basculer du côté allemand, en tout cas il a basculé un temps du côté allemand. Pour contrer le 190, eh bien on a vite réagi et on a conçu de nouvelles versions pour le Spitfire. À ce moment-là, au moment où le Focke-Wulf arrive, on en est à la version 5 du Spitfire, et elle s'est avérée un petit peu dépassée, moteur pas assez puissant notamment. Et donc en attendant des versions plus puissantes, notamment celles qui allaient être équipées d'un moteur plus performant, le Rolls-Royce Griffon, on a conçu à la hâte une version dite transitoire pour contrer la menace du Focke-Wulf 190. Cette version, c'était la version Mark 9, qui en fait, d'une version transitoire, est devenue juste la version la plus produite du Spitfire. Le Mark 9, qui entre en service en juillet 1942, équipé d'un moteur Merlin 60 ou 61 d'environ 1600 chevaux, a été construit à 5665 exemplaires, auquel on peut ajouter éventuellement la version Mark 16. La différence entre le Mark 9 et le Mark 16, c'est juste l'origine du moteur. Tous les deux ont des moteurs Merlin. Le Mark 9 a un Rolls-Royce Merlin de 1705 chevaux. Le Mark 16 a un Packard Merlin de 1700 chevaux. Le Packard Merlin, simplement un moteur Merlin produit sous licence aux États-Unis, notamment pour motoriser le P51 Mustang. Et quand on cumule les deux versions, donc le Mark 9 et le Mark 16, on obtient plus de 6600 exemplaires de cette version entre guillemets transitoire, c'est-à-dire plus que le Mark 5 qui avait été construit jusque-là à raison de 6370 exemplaires. Et on le voit, si on cumule les productions de ces deux exemplaires, on est déjà à plus de 12 000 Spitfire construits. Et on est en fin de guerre à ce moment-là. Et là, on le voit. On est passé d'un Merlin de 1000 chevaux à des versions qui ont plus de 1600 chevaux. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les premiers moteurs Griffon, toujours conçus par Rolls-Royce, mais sur un autre principe. Ce sont des moteurs qui vont afficher entre 1700 et 2000 chevaux. Et on les adapte sur une cellule qui reste relativement légère et qui s'adapte encore parfaitement à ces motorisations, mais vraiment plus puissantes. Je ne pense pas que Reginald Mitchell ait pensé qu'on puisse mettre un jour des moteurs de 2000 chevaux dans l'avion qu'il avait dessiné en 1936. Et ces évolutions-là, elles font que, à la fin de la guerre, le Spitfire est toujours un avion de première ligne. Évidemment, il y a d'autres chasseurs qui sont rentrés en service dans la Royal Air Force. On a les Typhoon, on a les Tempest, il y a le Gloster Meteor à réaction qui arrive aussi. Malgré tout, le Spitfire est toujours en production avec des versions en moteur Griffon et il est toujours en première ligne. Alors, ce qui explique aussi son adaptation et son évolution, c'est aussi l'armement. Entre l'armement des 8 mitrailleuses 7.7 de la version d'origine et les versions fin de guerre, l'armement est plus tout à fait le même. On est passé de 8 mitrailleuses donc de 7,7 mm à souvent 4 mitrailleuses de 7.7. Ok, ça fait moins, mais à la place des 4 autres, on a souvent rajouté des canons de 20 mm, des canons Hispano 404, qui ont plus de punch, qui ont plus de puissance, qui ont un impact beaucoup plus fort quand, par exemple, les Spitfire attaquent des bombardiers ennemis. Puis surtout, ce sont des armes qui se révèlent extrêmement efficaces pour l'attaque au sol, pour attaquer des véhicules, par exemple. Et souvent, les mitrailleuses de 7.7 laissent la place à des mitrailleuses américaines, d'origine américaine Browning de 12.7, calibre 0,50, qui sont aussi plus puissantes. C'est-à-dire qu'on remplace deux mitrailleuses d'un petit calibre par des mitrailleuses d'un plus gros calibre qui envoient plus de métal tout simplement à la seconde, qui ont une cadence de tir aussi très élevée. Donc on a une évolution de l'armement interne du Spitfire.
Il n'y a pas que ça aussi. Le Spit, à la base, il a été conçu comme chasseur, et puis visiblement, au fil des années, au fil des besoins, l'avion se spécialise aussi un petit peu dans l'attaque au sol. On lui met des bombes sous les ailes, on lui met des roquettes, aussi des appareils photo, parce que quand on a un avion rapide et maniable, c'est plus simple pour faire de la reconnaissance. Et il y a d'énormes besoins de reconnaissance photo pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on ne peut pas faire de mission si on n'identifie pas les objectifs, et le Spitfire, dans ses versions de reconnaissance, a été extrêmement efficace. Et c'est tout ça qui explique que le Spit, en fin de guerre, il est toujours présent. Il y a un point aussi qui explique que le Spit est encore présent, c'est que les versions à moteur Griffon sont très rapides. Bien lancées, ça dépasse largement les 650 km/h, pas en palier, mais en descente par exemple. Et ça, c'est une capacité qui s'est avérée extrêmement intéressante à la fin de la guerre, à partir de 1944, quand les Allemands ont commencé à envoyer des V1 vers l'Angleterre. Le V1, c'est un missile de croisière qui se déplace à environ 650 km/h, qui a une portée, une distance franchissable de 250 km environ. Et quand ils arrivent au-dessus de l'Angleterre, eh bien, il y a des escadrilles qui les attendent, et souvent équipées de Spitfire, Mark 14 par exemple, à moteur Griffon, et ce sont des avions qui sont capables de rattraper les V1 et de les descendre. Alors il y a deux techniques pour les descendre, soit on leur tire dessus, parce que la cible est relativement stable, donc elle est facile à viser, et certains pilotes ont même, à quelques occasions, pas si nombreuses que ça, mais malgré tout ça a vraiment eu lieu, le Spit se range à côté du V1, et avec un petit coup d'aile, fait basculer le V1, dont les gyroscopes perdent le fil de l'histoire, la bombe volante tombe, et elle tombe en général loin de l'objectif qu'on lui avait désigné, donc la mission est réussie pour les Britanniques. Mais le plus simple, c'était quand même de leur tirer dessus. Étant donné la masse d'explosifs qu'il y avait à l'avant, ça restait quand même une mission très difficile. On peut raconter par exemple l'histoire du Français Jean-Marie Dor, pilote et as de la chasse des forces françaises libres, qui un jour s'est retrouvé à courir après un V1 avec son Spitfire, le rattrape, lui tire dessus, le rate. Finalement, il se rend compte que le V1 va tomber sur... Alors on subodore qu'il avait vu que l'appareil allait viser un hôpital, et donc Maridor a mis plein gaz, s'est rapproché du V1, lui a tiré dessus à bout portant. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'explosifs dans un V1, et l'explosion a englouti le Spitfire de Maridor, et Maridor est mort une semaine de son mariage dans l'explosion du V1. En fait, donc c'était pas des missions aussi faciles que ça, même si le Spitfire a porté la vitesse nécessaire et la puissance de feu nécessaire pour abattre les V1. Ça fait partie des missions qui incombaient au Spitfire en Angleterre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait aussi de Tempest, il y avait aussi du Gloster Meteor, mais malgré tout, cet avion, dont le premier vol remonté en 1937, était toujours en première ligne. Et il était en première ligne, pas seulement sur le front Angleterre, sur le front allemand. Le Spit, on l'a retrouvé en Afrique du Nord, on l'a retrouvé en Asie du Sud-Est, notamment en Birmanie. On l'a retrouvé aussi dans le Pacifique, et on l'a retrouvé aussi dans le Pacifique avec la version embarquée, le Seafire. On a un avion qui était quand même pas si évident que ça à poser à cause de son train étroit, mais malgré tout, on a réussi à le poser aussi sur des porte-avions, donc je vous raconte pas l'exploit et les frayeurs que certains pilotes se sont fait. On le retrouve surtout chez quasiment tous les belligérants alliés de la Seconde Guerre mondiale. La RAF, évidemment, la Royal Navy, je viens de vous en parler. On le retrouve avec les Américains dans l'US Army Air Force. On le retrouve en URSS. On le retrouve dans l'aviation de la France libre. D'ailleurs, la France, elle va continuer à utiliser des Spitfire bien après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on va retrouver des Spitfire dans l'armée de l'air, par exemple, pendant la guerre d'Indochine. Mais ça, c'est une autre histoire. En ce qui concerne le Spit et en Angleterre, la production de Spitfire 9 ne s'arrête pas avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le seul exemple qu'on ait dans l'histoire de l'aviation d'un avion dont le premier vol remonte avant la Seconde Guerre mondiale, dont la production de série commence bien avant la Seconde Guerre mondiale et dont la production se termine bien après la Seconde Guerre mondiale. C'est le seul exemple. Reginald Mitchell, pour revenir à lui, je suis pas sûr qu'il avait anticipé ce genre de choses. Et la production du Spitfire, non seulement elle dure donc une douzaine d'années, à une période où ces productions étaient très très intenses, mais sur des périodes beaucoup plus ramassées, c'est surtout un avion qui s'est construit à énormément d'exemplaires, puisqu'on est à plus de 20 000 Spitfire construits pendant cette période. Donc, le Spit rentre dans la légende,
parce qu'il est l'avion de combat emblématique de la Grande-Bretagne et bien d'autres nations, que c'est un faiseur d'as. C'est aussi un avion qui industriellement a été une réussite totale. C'est un avion qui a accompagné toute l'évolution du conflit, des toutes premières défaites à la victoire finale. C'est un faiseur d'as. Dans la Royal Air Force, par exemple, les plus grands as ont volé sur Spitfire. On parle de Johnny Johnson, on parle de Stanford Tuck, on parle en France, par exemple, de Pierre Klosterman. On peut parler aussi chez les Français libres de René Mouchotte. Et tous les pilotes marquants de la Seconde Guerre mondiale, côté allié, côté britannique, ont souvent volé essentiellement sur Spitfire. Et ça participe à faire rentrer le Spitfire dans la légende. Après, il y a un autre point plus subjectif qui fait que le Spit est réellement un avion de légende, c'est que il suffit de le regarder. C'est un avion qui a des lignes pures. Esthétiquement parlant, c'est une réussite totale. Il n'y a pas d'angle sous lequel l'avion serait un petit peu disgracieux. Non, quel que soit l'angle, il est esthétiquement réussi. Il incarne la légende, il a la gueule d'une légende, une sorte d'Excalibur moderne quelque part. Pour les Britanniques, c'est l'équivalent d'un joyau de la couronne, le Spit. C'est l'avion emblématique, c'est un trésor national. Aujourd'hui, dans le monde, il doit rester entre 50 et 60 Spitfire en état de vol, entre les mains de particuliers, mais aussi entre les mains de la Royal Air Force, puisque la Royal Air Force dispose d'une unité historique, le Battle of Britain Memorial Flight, qui dispose de Hurricane, mais de Spitfire, d'un Lancaster aussi. Donc on peut dire que quelque part, 90 ans après, le Spitfire est toujours en service dans la Royal Air Force. Bon, c'est un peu capillotracté, je vous l'accorde, mais ça reste quand même un fait notable. La Royal Air Force a toujours plusieurs Spitfire en dotation quand même. Et c'est un avion qui, en meeting aérien, est une vedette quoi qu'il arrive. Et à titre perso, des Spits en meeting, j'en ai vu voler un bon paquet maintenant. Mais je crois qu'une des plus belles démonstrations en vol que j'ai vues, c'était un Spitfire. C'était en 2010 à la Ferté-Alais. C'était Stephen Gray qui faisait une de ses dernières démonstrations en vol public. Et à la Ferté en 2010, il avait fait une démo avec un Spitfire Mark V qui était juste absolument, voire totalement sublime. J'ai rarement vu un avion traité de cette manière-là, c'est-à-dire que la démo était extrêmement impressionnante, surtout à base de passages rapides, mais à aucun moment on avait l'impression que le pilote forçait sur sa machine. En fait, l'avion était piloté de façon souple, les trajectoires étaient simples, à aucun moment ça forçait, à aucun moment c'était brutal. Par contre, c'était extrêmement impressionnant, ça allait très vite, les passages étaient extrêmement beaux, et ça a été un moment de grâce. Le pilotage, comme rarement j'en ai vu. On a parfois des démonstrations en vol qui sont extrêmement impressionnantes parce que y a beaucoup de brutalité, parce qu'on sent que le pilote va chercher les limites de l'avion, mais il va les chercher rapidement. Là, on était peut-être aux limites de l'avion, mais en fait, ça se voyait pas. Et malgré tout, c'était fluide, impressionnant. Et puis, il y a le bruit du moteur Merlin. Il a un bruit particulier, cet avion. Il est en toute objectivité, je le trouve extrêmement agréable à l'oreille. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour le moteur Griffon, bizarrement. Mais surtout, ça va bien avec l'élégance de l'avion. Ouais, on peut parler d'une certaine forme d'élégance pour cet avion. Et ça, sincèrement, ça fait rentrer l'avion dans la légende. Il est beau, il a une histoire extraordinaire. Il a été utilisé par les plus grands pilotes. Il a participé aux batailles les plus dures de la Seconde Guerre mondiale. Il a des milliers de victoires aériennes. Bon, il a été aussi à l'occasion de drames immenses. Il n'était pas invincible, loin s'en faut. Mais il a supporté le poids de la bataille, toute la guerre, et on peut comprendre que les Anglais soient extrêmement attachés à l'histoire de cet avion parce qu'il est l'emblème, quelque part, de la résistance britannique à l'avancée du nazisme, tout simplement. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le Spitfire, évidemment, des livres, il y en a des milliers. Vous avez des biographies de Reginald Mitchell qui méritent d'être lues parce que le personnage a vraiment une histoire dramatique. Malgré tout, il a une influence sur l'ensemble de l'industrie aéronautique très importante, et je pense qu'il faut reconnaître aussi son rôle. Vous avez énormément de pilotes qui ont raconté leur combat à bord des Spitfire. En français, on en a deux qui viennent à l'esprit tout de suite. C'est évidemment le Grand Cirque de Pierre Klosterman ou les carnets de René Mouchotte, par exemple. Mais les Britanniques aussi n'ont pas été avares de livres. Vous avez des monographies qui sont extrêmement pointues parfois et qui vont vous raconter l'histoire de l'évolution technique ou l'histoire de l'utilisation opérationnelle de l'avion. Alors, énormément de livres en anglais, évidemment, sur ce sujet-là, mais il y en a quelques-uns en français qui sont très très bons. Si je devais distinguer un livre parmi
tous ceux qui ont été publiés sur le Spit. C'est un gros livre qui s'appelle Spitfire The History, qui a été publié chez Key Publishing, qui a eu 2 ou 3 éditions successives, qui doit toujours être disponible. C'est un énorme livre qui fait plus de 3 kilos, qui n'est pas un livre qui se lit, qui est un livre qui se consulte, parce que dedans, vous avez l'histoire individuelle de tous les Spitfire construits. Et comme il y en a eu plus de 20 000, ça fait un certain nombre d'entrées. Il y a un chapitre évidemment sur l'évolution technique, sur l'armement, sur les unités qui les ont utilisées, mais c'est un livre qui surtout va vous permettre de retrouver l'histoire individuelle de chaque avion. Il y a énormément d'illustrations. C'est un gros livre, c'est une espèce de bible, c'est pas un livre qu'on lit comme ça, mais c'est un livre qu'on consulte, et ça c'est important d'avoir aussi ce genre de source pour ensuite écrire des articles ou écrire d'autres livres d'ailleurs. Et puis il y a eu des films, il y en a un en particulier qui est le film qui a été diffusé en salle en 1969, La bataille d'Angleterre, qui est un film britannique et qui est un très bon film parce que il raconte justement cette bataille d'Angleterre, il raconte les Spitfire, il raconte les Hurricane, il raconte comment les pilotes britanniques ont réussi à tenir la dragée haute à la Luftwaffe, comment ils ont réussi à tenir. Pour résumer la bataille d'Angleterre, il y a un aphorisme qui dit les Anglais ont gagné la bataille d'Angleterre parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils l'avaient perdue. On peut dire la même chose des Allemands, c'est qu'ils n'ont pas gagné la bataille d'Angleterre parce qu'ils n'ont pas su qu'ils l'avaient gagnée justement. Il y a eu un moment de bascule où la Royal Air Force était exsangue et à ce moment-là, la Luftwaffe a changé de stratégie, ce qui a donné une respiration à la RAF. Mais en fait, l'Angleterre aurait pu s'effondrer et ça n'a tenu qu'à quelques missions de Spitfire, de Hurricane. C'est ce que raconte ce film. Et si ce film est intéressant, c'est aussi qu'il a été tourné avec des vrais avions. Et ça, en termes de cinéma, ça change vraiment tout. Et c'est vraiment un film qui est passionnant et relativement juste et donc qui permet aussi de voir des avions évoluer en vrai. Et c'est le film qui est un petit peu à la base du phénomène des Warbirds d'aujourd'hui, mais ça c'est une autre histoire. Si cette vidéo vous a plu, et si vous en voulez d'autres, vous laissez un petit pouce, vous laissez un petit commentaire, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo si elle vous a vraiment plu, et puis racontez-nous en commentaire, vous, vos souvenirs du Spitfire, vos lectures, vos souvenirs de meeting aérien, si vous avez approché ou pas cet avion, ce qui vous laisse comme souvenir de lecture ou de meeting aérien, n'hésitez pas à vous exprimer, les commentaires sont là, et on vous dit à très vite pour une nouvelle émission.